Emploi. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Nous allons parler du métier de gestionnaire de projet. À cet effet, nous recevons sur notre plateau Madame Diko Mariam Semiga. Bonjour Madame Diko. Bonjour Sandrine. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Et vous? Ça va, merci beaucoup. Aïssata, bonjour. Bonjour Sandrine. Tu vas bien? Oui, très ravie de vous rejoindre sur ce plateau. Okay. Je salue également Madame Diko. Merci Aïssata pour l'invitation. D'accord. Donc Madame Diko, aujourd'hui avec vous, nous allons parler du métier de gestionnaire de projet. Okay. Mais quand même, il est important pour nos téléspectateurs de savoir le profil de notre invité du jour. Donc Madame Diko Mariam Semiga est consultante senior dans le cabinet de conseil Kanaga Consulting et promotrice de Nissa, une marque spécialisée dans l'artisanat de soins corporels 100% naturels et bougies parfumées faites au Mali. C'est bien ça. C'est ça. Ok. Donc, Madame Diko, comme je le disais tantôt, avec vous, nous allons parler essentiellement du métier de gestionnaire de projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un métier qui revient très souvent. C'est un métier qu'on ne connaissait pas avant. Mais aujourd'hui, c'est un métier qu'on entend régulièrement, gestionnaire de projet, gestionnaire de projet. Donc, on va essayer de savoir aujourd'hui avec nos téléspectateurs, c'est qui le gestionnaire de projet et qu'est-ce qui tourne autour de ce métier-là. Donc, la première question que je m'en vais vous poser pour vous, c'est quoi un projet? D'accord. Merci pour cette question. Effectivement, avant de parler du rôle de gestionnaire de projet, il faut parler du projet en tant que tel. Donc, il y a plusieurs définitions du projet. En management d'entreprise, le projet, c'est vraiment un ensemble d'activités et d'actions qui sont menées par une équipe de projet sous la responsabilité d'un gestionnaire de projet pour livrer des résultats invrables dans ce qu'on appelle des contraintes de coûts, parce qu'il y a une enveloppe budgétaire, des contraintes de délai et généralement un scope, donc un contenu qui est bien fixe. Et il y a d'autres référentiels qui vont également définir le projet comme étant même une entreprise ou une organisation temporaire qui va venir livrer des résultats en lien avec les objectifs du projet. Okay. C'est ce qu'on appelle un projet. Mais est-ce qu'il y a des domaines spécifiques où le gestionnaire de projet peut travailler ou bien il y a des domaines où il ne peut pas travailler? C'est-à-dire, est-ce que tout domaine d'activité, on a besoin forcément d'un gestionnaire de projet? La gestion de projet, on le fait au quotidien. Okay. Vous en faites, j'en fais, que ce soit dans la vie professionnelle, à la maison. Donc, la gestion de projet s'applique à tous les domaines. D'accord. Exactement. OK. Quelles sont les particularités d'un projet? Les particularités d'un projet, déjà avant d'arriver au niveau des particularités, j'aimerais juste dire aussi qu'il faut faire une distinction entre d'abord les projets et les opérations. D'accord. À partir de là, on peut dire c'est quoi les particularités d'un projet spécifiquement. Il faut savoir que les opérations, c'est ce qu'on voit continuellement, couramment. Il s'agit ici d'activités qui sont réalisées à l'aide de processus qui sont pérennes, à travers des tâches qui sont répétitives, des tâches qui sont continues, avec des ressources qui sont fixes, et également qui n'ont pas forcément une date de fin établie. D'accord. Contrairement aux projets qui, par définition même, par essence même du projet, ça, ce sont des activités qui sont temporaires. Donc, elles ont des caractéristiques qui vont les rendre uniques. Ça peut être l'innovation, des projets d'innovation, des projets de changement. Et c'est ça qui va complexifier, dans le fond, la gestion de projets et amener la nécessité d'avoir une approche qui est spécifique, qui est adaptée et souvent qui est unique. Donc, quand on fait des activités en mode gestion de projet, ce n'est pas destiné à être forcément répété, à la différence des opérations. Donc, ils ont un côté inédit, un côté unique, qui va augmenter la probabilité d'être confronté à des résultats ou à un environnement qui est incertain. Donc, c'est à partir de là qu'on peut déduire c'est quoi les particularités d'un projet. Donc, pour répondre à cette question par rapport aux particularités d'un projet, un projet, c'est déjà quelque chose ça ne va pas évoluer en vase clos. On n'est pas sur une île déserte où on va faire de A à Z ce qu'on a besoin de faire. Un projet, ça va évoluer dans un écosystème, c'est-à-dire qu'il va y avoir différentes interfaces à gérer. On va avoir une circulation d'informations qui doit se faire avec le client, le fournisseur, les ressources humaines, ce qui va encore plus complexifier sa gestion. Et en plus de ça, le projet est soumis à ce qu'on appelle, on appelle ça un triangle d'or. Donc, c'est un triangle de contraintes qui sont les contraintes de coût, de temps et de scope. Le scope, c'est vraiment, comme je disais, le contenu du projet. Et ce sont des contraintes qui sont interreliées. C'est-à-dire qu'on peut pas, le client ne peut pas te dire, bon, aujourd'hui, je rajoute telle chose au scope du projet sans que ça ait un impact sur les délais en les prolongeant ou sur les coûts en augmentant le budget alloué au projet. Et également, il ne peut pas dire, bon, je vais couper dans les coûts
sans que ça ait un impact, peut-être en prolongeant encore le délai du projet ou voir la réduction du scope du projet. Donc ça, c'est une deuxième particularité, le fait qu'il est vraiment sur des contraintes qu'il faut gérer en même temps que les autres interfaces à gérer. Également, les projets peuvent être d'ordre intra-service, interdépartementaux, ils peuvent être interpays, interentreprises. Donc, un projet, vraiment, comme je dis, est unique. Il a sa façon d'être fait en fonction de son contexte. Donc, il faut toujours prendre un projet dans son contexte. Et un projet, ce n'est pas juste une idée qu'on jette en l'air, c'est vraiment quelque chose qui nécessite qu'on le décrive, qu'on le planifie selon des méthodes. Et une des méthodes qui est assez utilisée, c'est ce qu'on appelle, le nom va vous faire un peu rire, c'est le QQO-QCCP. Le premier Q, c'est le quoi, c'est-à-dire c'est quoi les actions qu'on va mettre en place. Après ça, ça va être qui, donc qui vont être les parties concernées. Après ça, il va y avoir le où. Donc, le où, ça peut être les domaines qui sont touchés par le projet, comme vous me posez la question à savoir est-ce que différents, voilà. Ou ça peut même être les lieux qui sont touchés par le projet. Après ça, il va y avoir le quand. Donc, ça, c'est vraiment la programmation chronologique du projet. Et le comment. Donc, c'est les moyens qu'on va mettre en œuvre. Dans le fond, les méthodes qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre. Comment est-ce qu'on va gérer le projet. Le combien. Il faut toujours parler monétaire, donc ça c'est le budget. Et enfin, le pourquoi. Donc pourquoi est-ce que le projet existe, les objectifs. Donc ça c'était les particularités, certaines particularités d'un projet. D'accord. Maintenant, c'est vrai que tout à l'heure dans vos propos, vous avez mentionné le mot gestion. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez définir la gestion de projet? C'est vrai qu'on a défini le projet tout à l'heure. Mais c'est quoi exactement la gestion de projet? D'accord. Donc, la gestion de projet, au fait, c'est tout ce qui est... c'est un ensemble d'activités, d'opérations qu'on va mettre en place pour organiser le bon déroulement d'un projet du début à la fin, dans le but de pouvoir atteindre des objectifs qui ont été fixés soit au début ou des objectifs qui ont évolué au fil du projet. Donc, ça consiste à appliquer des méthodes, des techniques, des outils qui sont spécifiques aux différentes phases du projet. Et là, ça peut aller depuis la phase d'évaluation de l'opportunité du projet jusqu'à la conclusion du projet. Donc, la gestion de projet, ça s'apparente à la gestion qu'on fait dans tous les jours. Donc, ça s'apparente à la gestion en général, mais ça va intégrer le caractère unique et le caractère temporaire du projet. Comme on dit, les projets sont tous uniques, même s'ils peuvent être similaires, et ils sont dans un cadre avec un début et une fin bien ciblés. Donc, la gestion de projet est une gestion générale qui va mettre en place, qui va prendre en place ces contraintes d'unicité et ces contraintes de temps. Et on va dans la gestion de projet, ce qu'on va retrouver généralement, c'est la gouvernance du projet. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui assure le pilotage stratégique du projet. Et ça va définir les cadres, c'est-à-dire tout ce qui est les responsabilités des différents membres de l'équipe, tout ce qui est les mécanismes de prise de décision. Par la suite, on va avoir tout ce qui est les processus de gestion du projet. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va permettre de gérer le projet et ses activités. Et ça ne dépend pas du domaine métier. C'est-à-dire ça, c'est vraiment, on applique ça dans toutes les gestions de projet. Ça va peut-être dépendre des référentiels qu'on va utiliser, mais ce n'est pas en lien avec le domaine métier auquel le projet est appliqué. Et enfin, on va voir tout ce qui est les processus de réalisation produit. Donc là, on parle du produit, du résultat, du livrable. Et là, c'est vraiment ce qui va venir définir le cycle de vie d'un projet. Et ça dépend en ce moment du métier, du domaine métier auquel le projet est appliqué. Par exemple, le cycle de vie d'un projet de construction d'un pont ne peut pas être pareil que le cycle de vie d'un projet en informatique. Voilà. Donc là, comme je parlais de référentiels, il existe plusieurs normes, plusieurs référentiels. On va citer les PMBOK, on va citer Prince 2, qui est un référentiel anglais. On va citer le ISO 21500. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tous des référentiels qui vont venir donner des lignes directrices et des bonnes pratiques à suivre, mais quand même qui vont recommander, préconiser que tout ça soit adapté au contexte particulier des projets. D'accord. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'un gestionnaire de projet et quel est son rôle? Un gestionnaire de projet, on va mettre ça dans des mots pour que ce soit très simple pour tous ceux qui vont nous suivre. On va dire que le gestionnaire de projet, c'est le capitaine du bateau. D'accord. C'est pas lui qui fait tout, c'est pas lui qui connaît tout, mais c'est lui qui va travailler de telle sorte à converger les efforts et à créer une synergie.
Donc, c'est la personne qui est en charge de la conception, de l'organisation, du pilotage du projet jusqu'à son terme. Et cette personne va exercer ce qu'on appelle plusieurs appellations. Je pense qu'il y a une question qui portera là-dessus par la suite. Mais ces appellations du gestionnaire du projet vont changer en fonction de différents contextes qu'on pourra voir par la suite. Donc, c'est la personne qui est responsable de gérer les différentes interfaces du projet. Donc, il y a des interfaces de ressources humaines, il y a des interfaces clients, il y a des interfaces, comme je disais, fournisseurs, toutes les parties prenantes importantes qu'il faut considérer. C'est la personne qui va élaborer le plan d'action détaillé du projet. Donc, en collaboration avec différents experts, par exemple, en collaboration avec différents acteurs du projet et en respectant les contraintes qu'on a vues, là, notre triangle d'or, le temps, le coût et les délais, je veux dire le scope. Et c'est la personne qui va également faire tout ce qui est la gestion matérielle, humaine, financière, en lien avec la mise en œuvre de ce plan qui a été défini. Et il va suivre l'évolution du projet tout au long jusqu'à l'atteinte des différents objectifs. Et il va veiller à la qualité de ces livrables sur la base de ce qu'on va appeler les critères d'acceptation du client. Donc, par la suite, il va identifier et il va résoudre les différents problèmes qui vont se poser. Et il va faire tout ce qu'on appelle le réajustement des actions. Donc, on ne va pas continuer droit vers le mur. On ne va pas se dire, bon, on prend une ligne droite. Devant nous, on a bâti un mur. Ce n'est pas continuer tout droit, mais c'est de voir quelles sont les décisions qu'il faut prendre pour ramener le bateau à bon bord. Et c'est quelqu'un qui va assurer la traçabilité et le reporting. C'est très important parce qu'un projet qui avance sans traçabilité de ce qui se passe, un projet qui aura beaucoup de misère à avancer parce qu'on ne saura pas vraiment sur quel élément et dans quel contexte il faut avancer. Donc, tout doit être tracé, tout doit être noté et le reporting doit être fait, que ce soit au niveau supérieur, aux clients ou même aux autres parties prenantes importantes du projet. D'accord. Quels sont les éléments d'une bonne gestion de projet? Les éléments d'une bonne gestion de projet, c'est ce qu'on va aussi appeler les facteurs clés du succès d'un projet. Parce que vous serez étonné de savoir, je vous dis, le nombre de projets qui arrivent à terme à livrer dans les bonnes conditions, c'est pas beaucoup. Que ce soit dans le bâtiment, dans l'informatique, les projets ont tendance soit à arriver à la fin, pas dans les temps. Le livrable qui arrive n'est pas le livrable que le client espère, ou finalement même le projet a été bien géré, puis à la fin, le client dit « bon, ça ne répond pas à mon besoin ». Mais pourquoi? C'est parce qu'il faut mettre en place certains facteurs qui vont permettre de bien gérer ce projet et d'assurer son succès. Comme je dis, le succès, ce n'est pas de livrer le produit fini, mais de s'assurer que le produit fini va répondre aux besoins du client. Donc, le premier élément de succès, c'est ce qu'on appelle l'expression du besoin. L'expression du besoin, là aussi je vais mettre ça en contexte parce que généralement un client va s'exprimer en faisant une demande, une demande qui est différente de son besoin. L'expression du besoin, c'est par exemple un client qui vient te voir, qui te dit « Ah, j'ai besoin d'un bateau pour traverser du point A au point B ». Toi tu dis « Ok, je peux faire ça ». Tu t'en vas lui construire un gros yacht qui lui a coûté extrêmement cher et qui a pris beaucoup plus de temps qu'il l'espérait. Et tu viens lui livrer ça et te dit « Bon, c'est pas ça que je veux. Je suis juste avec ma femme, mes enfants. On veut juste une petite pirogue parce qu'on a juste besoin de traverser, je veux dire, la berge. » On s'entend qu'il a fait une demande, mais toi, en tant que gestionnaire de projet, il est de ton devoir de creuser pour comprendre. Un bateau, oui, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Combien de personnes vont l'utiliser? Les traversées que vous voulez en faire, c'est quoi la durée? Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui suscite la demande qu'il a fait. Donc, c'est ça qu'on appelle comprendre le besoin et exprimer le besoin. Et à partir de là, on va définir un business case. Ça, comme je dis, c'est quelque chose qui se fait dans tous les domaines de gestion. Donc, on va définir un business case qui va valider si oui ou non le projet va se faire et si oui ou non il y a une justification réelle pour faire le projet. Donc, ça, c'est une des principales raisons d'échec parce que les gens font la confusion entre la demande que le client fait et le besoin en réalité qu'il a. Et également, les gens font l'erreur de se focuser peut-être sur leur point focal, comprendre le besoin de ce dernier, sans comprendre le besoin des autres parties prenantes. Et là encore, un client peut te dire, j'ai besoin de cet outil qui va faire du CRM, qui va faire du marketing, qui va faire des ventes, sans consulter les end-users, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser le logiciel à la fin. Et là, tu vas créer quelque chose de bien solide, de bien costaud, et tu vas te retrouver finalement que tes utilisateurs, ils sont habitués à Excel. Tu livres ton projet, ils ne vont pas l'utiliser parce que tu ne les as pas impliqués depuis le début.
Oui. Donc ça, c'est l'expression du besoin. Après ça, on a ce qu'on appelle la justification permanente du projet. On va revenir à notre exemple de bateau, du petit couple qui voulait une pirogue pour traverser. La justification du projet, c'est de pouvoir se dire, est-ce qu'à tout moment, quand on fait une vérification, est-ce que le projet a toujours lieu d'être? D'accord. Donc, ce couple veut traverser d'une berge A à une berge B. Pendant que toi, tu fais le bateau, il y a un pont qui se construit. Est-ce que ton bateau, il a lieu d'être pour un couple qui veut juste traverser? Non. Donc, souvent, il faut savoir dire, non, le projet n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a une autre solution entre-temps qui y répond, au lieu de consommer du temps, de l'énergie et des coûts pour rien. Donc, la justification du permanent du projet, ça se fait à l'aide du business case. Ça se fait depuis le départ, mais ça se suit pour savoir si en cours de route, est-ce que quelque chose change dans le projet qui fait que finalement, le projet n'a plus lieu d'être. Et une des façons de suivre ça, c'est ce qu'on fait à travers les objectifs qu'on appelle les objectifs SMART. Donc, c'est ce qui est spécifique, objectif spécifique, qui est mesurable. On peut dire, par exemple, tel nombre de centimètres. Je veux des clous, oui, combien de centimètres. Donc, on peut mesurer. C'est des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalistes et qui sont temporellement définis. Donc, si le client te dit, je veux un bateau et que tu lui fais un bateau dans 1 an et qu'il en avait besoin le mois prochain, ça n'a plus lieu d'être. Donc, ça, ce sont des objectifs qu'il faut toujours suivre tout au long du projet. Un autre facteur clé de succès, donc un autre élément de bonne gestion de projet, c'est le management par séquence. Okay. Et là encore, on se retrouve dans un des problèmes que beaucoup de gestionnaires de projets ont tendance à faire, c'est qu'en voulant commencer très rapidement, on va dire, bon, toute cette partie de découper chronologiquement le projet, commencer lentement, non, ça nous fait perdre du temps, on se lance dedans. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est qu'on se retrouve quelques temps plus tard à être confronté à des problèmes qu'on n'a pas eu le temps de planifier au départ, parce qu'on n'a pas pris le temps de commencer tranquillement, construire les fondements, décomposer le projet en phases, que ce soit les phases de faisabilité. Après ça, on a les phases de définition des différents livrables. Après ça, on aura tout ce qui est le découpage du travail à réaliser, les phases de développement, réalisation, test, et s'il le faut dans certains projets, itération. Par exemple, dans les projets en TI, qui permettent de faire des itérations, c'est-à-dire on livre quelque chose, on regarde et on fait une itération et on continue. Donc ça, le management par séquence, c'est quelque chose qui va énormément aider dans la gestion du projet. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle l'OTP. J'aime les acronymes, mais je vais quand même vous les définir. C'est l'organisation, l'organigramme des tâches du projet. Okay. Donc là, c'est la structure de répartition du travail. On a découpé le projet en tâches, en phases, et dans chaque phase, il y a des tâches à réaliser. Donc là, en ce moment, il s'agit de découper les tâches du projet en plus petits niveaux. Donc, on va commencer par la phase, après on va aller au niveau de sous-ensemble d'activités, après on va aller au niveau de lot de travail, jusqu'à arriver au niveau de tâches. Et là, au niveau des tâches, on va définir tout ce qui est les intrants, parce qu'une tâche, ça va avoir besoin d'intrants, ça va avoir besoin de ressources. Donc, c'est de définir tous ces éléments et de dire quels sont les livrables qu'ils vont fournir. L'avantage de ce découpage, c'est que c'est flexible. Si on est dans un contexte de faible incertitude, on peut le faire en amont. Mais on peut également le faire de façon dynamique lorsqu'on est dans des contextes de haute incertitude où on ne sait pas comment est-ce que le projet va évoluer au fil du temps. Donc, on va faire phase par phase. Chaque fois qu'on est dans une phase, on prend les activités, on découpe en tâches et ainsi de suite. D'accord. Donc, ça, c'est au niveau de l'organigramme des tâches. Après ça, on a ce qu'on appelle l'ordonnancement. Donc, l'ordonnancement, ça, c'est, comment on appelle ça? C'est déterminer le calendrier des tâches, mais en tenant compte de ce qu'on appelle les interdépendances. Donc, la tâche A, tâche B, tâche C, pour que la C puisse commencer, elle a besoin de la A, mais peut-être qu'elle n'a pas forcément besoin de la B. Donc, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui est un blocage à telle tâche, donc, et pouvoir la planifier en fonction de ça. Et également, c'est de pouvoir, dans le fond, voir quelles sont les contraintes pour les tâches, de pouvoir faire, pour permettre de faire l'ordonnancement des tâches d'un projet. Un autre élément aussi, parce que ça n'en finit pas, il y a beaucoup d'éléments à considérer, c'est le jalonnement. Le jalonnement, ça consiste à déterminer, on va appeler ça des project gates. Ça consiste à identifier et définir pour chaque étape plusieurs jalons qui vont être des représentatifs de l'avancement du projet. Donc, ça va permettre de bien structurer le projet, ça va permettre de bien suivre la progression. Et ça va servir, comme je disais, de point de contrôle et ça va conditionner non seulement l'engagement du client, mais ça va conditionner également l'engagement de la phase suivante. C'est-à-dire qu'un jalon, c'est un point de décision. On ne passe pas à l'autre phase du projet
tant qu'on ne l'a pas tenu et que tant qu'on n'a pas montré les livrables qui devaient être fournis lors de ce jalon, on les identifie, on les propose au client, on a les retours du client, on valide ça et là, on clôt la phase, on peut passer à la phase suivante. Ça, c'est ce qu'on fait en fonction de différentes phases, mais également, il y a une gestion qu'on appelle transversale du projet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une phase du projet, elle va se faire tout le long du projet. Et dans ça, on va retrouver la gestion des parties prenantes. Et là encore, c'est une erreur que beaucoup de gestionnaires de projets ont tendance à commettre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas identifier l'ensemble des parties prenantes qui peuvent être concernées. Parce que les parties prenantes importantes d'un projet, ce sont les acteurs qui seront directement impliqués dans le projet, mais c'est également les acteurs qui sont extérieurs au projet, qui sont susceptibles d'être impactés par le projet ou même d'impacter les résultats du projet. Donc, si tu ne les considères pas, tu peux aller vers la faillite de ton projet. Et là, un exemple qui s'y prête bien, c'est, disons qu'on a un maire qui est nouvellement élu et il se dit, bon, voilà, pour faire plaisir aux citoyens de ma ville, on n'a pas d'espace de détente, je vais construire un parc. C'est bien, l'intention est bonne, mais il n'a pas concerté les citoyens. Oui. Et là, en réalité, le gestionnaire de projet qui va partir sur cette base, n'ayant pas consulté les autres parties prenantes, va réaliser le parc, c'est beau, mais on se retrouve à la fin, les citoyens sont mécontents. Pourquoi? Mais parce qu'on ne leur a pas donné la chance de s'exprimer sur eux, leurs besoins. Et si on leur avait donné la chance, peut-être qu'ils auraient dit, oui, c'est vrai, c'est beau d'avoir un parc, c'est joli, mais on n'a pas d'école. Donc, pour eux, le plus important, c'était d'avoir une école. Donc, ils peuvent être en opposition au projet. Donc, la gestion des parties prenantes, ça se fait du début du projet, ça se fait en continu jusqu'à la fin. Après ça, on a ce qu'on appelle la gestion des risques et des opportunités. Donc, la gestion des risques, c'est ce qui constitue, en fait, c'est assurer que tous les risques importants d'un projet sont maîtrisés. On ne peut pas contrôler tous les risques, mais quand on dit s'assurer que c'est maîtrisé, c'est que pour ne pas oublier un risque, on va devoir tenir ce qu'on appelle un registre de risques. Donc, identifier les risques, évaluer leur sévérité. La sévérité, ça veut dire c'est en réalité l'impact qu'un risque a sur le projet multiplié par sa probabilité. On peut avoir quelque chose qui est un risque est important sur un projet, mais s'il a une probabilité très faible d'être réalisé, on ne va pas prendre les mêmes efforts pour contrôler ce risque qu'un risque peut-être qui a une très grande probabilité d'arriver, mais qui n'a peut-être pas le même impact. Donc, on va vraiment tenir un registre des risques qu'on va évaluer tout au long du projet pour voir est-ce qu'il y a de nouveaux risques, est-ce qu'on gère ce risque. Donc, on va prendre des décisions qui peuvent être préventives ou on va prendre des décisions qui vont être correctives. Donc, par exemple, des décisions de mitigation, comment est-ce qu'on peut atténuer l'incertitude que le risque il amène. Et là, encore, une autre erreur, j'en profite aussi de dire, c'est que généralement, les gestionnaires de projet, en tout cas, quand ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ont tendance à oublier la gestion des opportunités. Okay. Les opportunités, ce sont des risques aussi, mais des risques qui ont un impact positif. C'est des choses qu'il faut saisir, parce que si tu ne les saisis pas, il y a une possibilité que ça ait un impact négatif après sur ton projet. On peut avoir, par exemple, un cas où on a un projet et un nouveau directeur dans l'entreprise qu'on n'a pas voulu intégrer dans le projet, mais sachant qu'il a un pouvoir sur nous, il y a une opportunité qui est là. C'est de le rapprocher, de l'intégrer dans le projet pour que le projet gagne en importance. Et si on ne saisit pas cette opportunité, mais ce monsieur, s'il est approché par d'autres personnes, peut-être qu'il peut fermer ton projet parce qu'il est moins important. Il y a également ce qu'on appelle la gestion du changement. Donc, la gestion du changement, ça, c'est les changements au niveau des demandes des clients. Okay. Et les changements au niveau de lorsque le projet est fini, lorsqu'on doit le passer aux opérations, les gens ont toujours une réticence à avancer. Ils veulent rester sur ceux qu'ils connaissent déjà. Donc, il faut faire une gestion de changement ici. Et enfin, ce que j'avais dit plus tôt, c'était la gestion des ressources humaines, parce qu'en gestion de projet, les ressources humaines ne nous appartiennent pas forcément. Donc, il faut faire preuve de leadership. Il faut faire preuve de vraiment trouver le moyen de pouvoir mobiliser l'équipe du début du projet jusqu'à la fin, de telle sorte qu'ils puissent suivre la mission, adhérer à la mission du projet et pouvoir vous permettre de la réaliser. Ok, d'accord, merci. Maintenant, une question rapidement par rapport à votre intervention tout à l'heure. Est-ce que tous ces facteurs-là doivent être forcément réunis pour que le projet réussisse ou bien ça dépend aussi du projet que nous sommes en train de mener? Parce qu'il y a tellement de facteurs de succès. Oui. Donc, est-ce qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs-là pour être sûr que ton projet,
je peux dire à 90% tu le réussis ou à 98% tu le réussis. Ou bien, bon, ça dit, à fonction du projet, bon, je peux décider de prendre tel facteur de succès, tel facteur de succès. Et bon, voilà, comment ça marche? Il y a des facteurs de succès qui peuvent se prêter à ça, mais il faut voir que ça dépend de l'incertitude, c'est-à-dire ça dépend du contexte dans lequel le projet il évolue. Si c'est un projet qu'on a l'habitude de faire tout le temps, par exemple développer un site internet pour le client, on a une maîtrise du contexte, on a une plus grande maîtrise. C'est vrai que les clients sont différents, donc le projet reste unique, mais on a une maîtrise, on a une habitude de faire. Donc là, tu n'as peut-être pas besoin de tous les facteurs, ce n'est pas des obligations, c'est ce qui va assurer ou faciliter le succès d'un projet. Donc, tu n'es pas obligé de tout appliquer. D'accord. Mais c'est sûr que quand tu appliques tout ça, tu augmentes tes chances d'aller vers un projet qui va réussir. D'accord. OK. Maintenant, quelles sont les compétences qui sont recherchées chez un bon gestionnaire de projet? Les compétences, ouais, elles peuvent être variées. On va chercher déjà quelqu'un qui est organisé. Parce que la gestion de projet demande tellement d'interfaces, tellement de choses à gérer qu'il faut être organisé. Il faut être méticuleux. Il faut être quelqu'un qui est analytique parce que, comme je dis, tu n'es pas forcément la personne qui a toute la connaissance. Tu travailles avec une équipe de projet, différents experts, différents services qui sont représentés au niveau de ton projet. Il faut être analytique pour pouvoir suivre le rythme. Après ça, ça demande d'être quelqu'un qui est dynamique, d'avoir un bon leadership parce que généralement, les experts avec qui tu vas travailler également ou les équipes avec qui tu vas travailler, ils ont autre chose à faire. Donc, il faut avoir un bon leadership dynamique pour que vraiment tu puisses amener une synergie d'équipe. Également, ça va être quelqu'un qui est un bon négociateur, là encore pour gérer tout le temps les différentes requêtes des clients, quelqu'un qui a le goût du risque, parce qu'en projet, comme je dis, c'est pas comme les opérations, il y a toujours un aspect de nouveauté. Donc, il faut avoir le goût du risque pour pouvoir se sentir à l'aise dedans et être multitâche. Ça prend quelqu'un quand même qui a des solides connaissances en matière de gestion de projet. Certains vont se dire, bon, j'ai fait de la gestion, je peux faire de la gestion de projet. Ce n'est pas forcément le cas. Okay. Ça prend quelqu'un qui a des compétences en planification, en communication autant écrite que verbale, parce qu'il faut gérer plusieurs parties prenantes. Et enfin, bon, je dirais que ça prend quelqu'un qui aime ça. OK. Voilà, qui aime ça. D'accord. Quels peuvent être quelques avantages liés au métier de gestionnaire de projet? Les avantages, on va dire déjà que c'est une expérience le poste de gestionnaire de projet, ça amène une expérience variée et une expérience enrichissante parce qu'on collabore toujours avec différents experts, différents professionnels. Donc, ça nous amène à acquérir de nouvelles connaissances, compétences au fil des projets. Il y a beaucoup de perspectives d'évolution. Dans les perspectives d'évolution, on peut commencer avec de la coordination de projet. Après, on se retrouve gestionnaire de projet. Après, on se retrouve gestionnaire de programme. Donc, programme, ça, c'est un ensemble de projets, mais qui ont une finalité unique. Ou on peut même se retrouver gestionnaire de portefeuille de projet. Et là, c'est généralement dans une entreprise, un portefeuille de projet, c'est un ensemble de programmes qui n'ont pas forcément la même directrice, mais qui vont aller vers les objectifs finaux de l'entreprise. D'accord. Donc, il y a une bonne perspective d'évolution. Ça amène de tout ce qui est autonomie, responsabilité. Ça amène des opportunités de réseautage toujours à travers le fait qu'on travaille avec plusieurs clients. Donc, on bâtit son réseautage et le fait aussi que ça t'amène à travailler sur des éléments autant stratégiques que opérationnels. OK. Il y a un autre avantage, le fait que ça donne aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas à négliger, mais ça dépend aussi de la taille du projet, de la taille de l'entreprise dans laquelle le projet est mené et peut-être aussi de la taille des clients que tu as. Oui, mais c'est vrai, aujourd'hui, les gestionnaires de projets sont beaucoup recherchés. Ah, ça, c'est bien vrai. Voilà, donc... Mais maintenant, ça se demandait pourquoi. OK, oui, OK. Après les avantages, quelles peuvent être les difficultés auxquelles sont soumis les gestionnaires de projets dans l'exercice de leurs fonctions? Si on devait prioriser, on dirait que les gestionnaires de projets sont soumis à beaucoup de stress et de pression, dû au fait que les projets évoluent dans des contraintes très serrées, le temps, le coût. Donc, on est vraiment poussé à être sous une pression pour terminer le projet dans ces contraintes. Il y a également le niveau élevé de responsabilité. Comme je dis, ce n'est pas lui qui fait tout, mais il ne peut pas rester les bras croisés. Il faut vraiment qu'il soit toujours là au niveau du gouvernail à s'assurer que le bateau va dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui doit être disponible, constamment disponible, parce que, bon, c'est vrai que dans ton équipe, certains vont travailler de 9 à 5, mais après ça, le gestionnaire de projet peut se retrouver à travailler même au-delà de ces heures pour que le projet continue à prendre la bonne direction. Il peut y avoir des changements fréquents, parce que chaque projet est unique, donc c'est toujours, tu dois
faire travailler tes neurones. Tu ne peux pas te dire, bon, j'ai fait ce projet de cette façon, je vais juste appliquer ça du début à la fin. C'est un travail continu. Et enfin, je dirais aussi, une des difficultés, souvent, c'est même ce travail en équipe. L'aspect humain, c'est compliqué. C'est compliqué. L'aspect humain, c'est compliqué. Et surtout quand tu es une femme. Ouais. C'est pas évident parce que, comme je disais, le gestionnaire de projet n'est pas celui, ça dépend de l'entreprise, n'est pas celui qui a un pouvoir hiérarchique sur l'équipe qui gère. Peut-être que l'équipe qui gère est formée de plusieurs personnes qui travaillent dans différents départements qui ont leur patron. Oui. Donc, toi, je ne suis pas forcément le patron des gens avec qui je travaille. Donc, c'est difficile de leur faire ce qu'il faut faire pour que le projet avance de la bonne façon. Certains vont voir ça comme du micromanagement. D'autres vont dire, elle se prend pour qui? Et quand tu travailles en tant que femme et que tu te retrouves avec des experts seniors hommes, là, quand tu veux qu'ils rentrent, parce que je suis obligée de demander des comptes. Je suis obligée de demander des comptes pour moi, rendre des comptes aux clients, aux différentes parties prenantes, mais je suis obligée de demander des comptes pour savoir dans quelle direction part mon projet. Et je vous dis, les gens, ils n'aiment pas donner des comptes. Ils n'aiment pas rendre des comptes. Donc ça, c'est une des plus grandes difficultés que je dirais que je rencontre encore dans ce rôle. Ouais. C'est compliqué. Ok, merci beaucoup, Madame Diko. Nous allons passer maintenant à la question de la semaine. Madame Diko, la question de la semaine est une rubrique dédiée à nos téléspectateurs pour leur permettre de participer à l'émission. Elle a été posée par mademoiselle Fatoumata Silla, étudiante à la FAGES. La question vous est adressée, bien sûr. Quelle est la différence entre un gestionnaire de projet, un chef de projet, un chargé de projet et un assistant de projet? Je vais répondre à cette question de façon très directe. C'est la même chose. Okay. C'est la même chose, mais ça dépend. Ça dépend, comme je disais, de la taille du projet. Si c'est un petit projet, là, bon, le nom chef de projet, si tu veux te le donner, c'est bon. Hein. Mais je pense que même un assistant de projet, ça peut le gérer. Ça revient à la même chose. Plus le projet est grand, plus on va parler peut-être de chef de projet, gestionnaire de projet. On va parler de directrice de projet, directeur de projet, parce qu'on monte en termes de complexité dans le projet. D'accord. On va avoir ce qu'on appelle les coordinateurs de projet, ou même PCO. C'est vraiment ça, c'est le plus petit niveau généralement dans la gestion de projet. C'est quelqu'un qui commence par peut-être assister un gestionnaire de projet dans la coordination du projet. Mais plus tu montes, on va vers les chefs de projet, chargés, responsables. Tout ça, c'est la même chose. Une autre différence aussi où tu pourras retrouver les appellations différentes, c'est au niveau de ton ancienneté. Comme je disais, quelqu'un qui commence peut-être va avoir le nom de coordinateur de projet, assistant de projet. Mais au fur et à mesure que tu gagnes en expérience, ça va plus être responsable de projet, gestionnaire de projet. Ce n'est pas lié au type de projet, c'est vraiment lié soit à l'entreprise, à l'organigramme qui est en place ou à la complexité des projets. D'accord. Merci pour cette Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à l'instant Malibara avec Aïssata Keïta. Le thème d'aujourd'hui pour la rubrique Instant Malibara est le suivant. Comment faire vos résolutions pour améliorer votre bien-être au travail? La première des astuces, faites une analyse de votre propre personne. Dès le début, vous devez faire une analyse de votre personnalité en vous posant des questions ou encore en questionnant les individus avec lesquels vous collaborez plus. Ce qui va vous permettre d'identifier vos aptitudes sur lesquelles vous devez travailler. Deuxième astuce pour le thème de la semaine, élaborer un plan. L'élaboration d'un plan d'action étape par étape facilite la poursuite de vos objectifs. Par exemple, si vous devez arrêter de fumer, mentionnez la dernière date de votre cigarette. Vous devez également mentionner les moyens ou encore les outils qui vous permettront de gérer vos envies de la cigarette. Il faut également évoquer les raisons qui vous poussent à arrêter la cigarette. Troisième astuce pour le thème de la semaine, demandez un accompagnement et du soutien. Parlez à quelqu'un de vos objectifs et la façon dont vous prévoyez l'atteindre. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous soutient, qui est fier de vos responsabilités, peut grandement vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Ce soutien peut être différent d'une personne à une autre. Il peut provenir d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou encore d'un professionnel de la santé. Dernière astuce pour le thème de la semaine, essayez plusieurs méthodes. Il n'y a probablement pas qu'une seule façon d'atteindre vos objectifs, donc vous avez le choix de choisir parmi celles qui existent pour l'atteinte de vos objectifs.
il est approuvé qu'une combinaison d'outils, de méthodes peut vraiment augmenter votre chance de réussir. Ceci met fin à notre rubrique de la semaine. J'espère qu'il vous sera utile. On se dit à très bientôt pour un autre thème Instant Malibara. Merci beaucoup, Lissata. J'espère que ces astuces permettront aux gens de pouvoir prendre de meilleures résolutions pour leur bien-être au travail. Merci beaucoup. Merci. Madame Diko, Oui. je pense que nous avons énormément parlé. Et nous Effectivement. avons tellement détaillé. Je pense qu'aujourd'hui, on sait plus ou moins c'est qui le gestionnaire de projet, quelles sont ses tâches, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses avantages du métier. Donc, je pense que ça pourra servir aussi aux jeunes qui, aujourd'hui, peut-être ont du mal aussi à se positionner professionnellement. Ils ne savent pas trop où se positionner. J'espère surtout que cette émission les aidera surtout à pouvoir prendre une décision pour ceux qui veulent se diriger vers ce métier-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau de Mag Emploi. Comme on a l'habitude de dire à tous nos invités, jamais une émission sans 2 ou 3. Donc, c'est la première et on espère qu'on vous aura une deuxième fois. Comme le métier, il est quand même assez vaste. C'est bien vrai. Donc, on aura peut-être le temps de pouvoir développer un peu plus encore la prochaine fois. Avec Donc, plaisir. merci surtout. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin, on va aller rapidement. Déjà, comme je dis, c'est un métier d'amour. Donc, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, ne pas chercher le gain, la part facile, il faut que ce soit quelque chose qu'on aime. Il faut qu'on aime pouvoir travailler sur différentes choses. On aime cette dynamique et si on aime ça, il y a de fortes chances qu'on puisse tenir le gouvernail jusqu'à bon port. D'accord, merci beaucoup. Merci Aïssata. On va se retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, Inch'Allah. D'accord. Merci aussi à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque mercredi à partir de 20h. C'est grâce à vous que nous sommes là. Continuez à suivre Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi. Nous remercions aussi l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire cette émission. Nous vous rappelons que Mag Emploi, c'est l'émission qui est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.